a fait sa guerre civile dans les années 2000, entre 2000 et 2014. Voilà. Il y a eu des guerres civiles entre Sahawat, Al-Qaïda, les bassistes, Daesh, etc. Il y a eu la guerre civile au sein de la communauté sunnite. Aujourd'hui, vous avez une représentation unifiée, en partie grâce à la Turquie et à Abu Dhabi, hein, mais en une autre partie grâce à leur retour réflexif sur leur guerre civile. Hein. Il faut prendre en compte cet élément aussi. Vous avez une représentation unifiée et symbolisée par Halboussi et Khamjaj. Vous avez une représentation kurde relativement unifiée et représentée par l'OPDK et l'UPK. Pourquoi? Parce que les Kurdes aussi ont fait leur guerre civile. Dans les années 90, il y a eu des milliers de morts entre l'OPDK et l'UPK. Les Kurdes sont sortis de leur guerre civile et depuis, il n'y a jamais eu une autre guerre civile entre le PDK et l'UPK, malgré les grandes différences, malgré les grandes divisions, mais les acteurs du PDK et de l'UPK traitent leurs différences avec une mentalité froide, parce qu'ils sont déjà passés par cette guerre civile. Nous avons des désaccords, on va jusqu'au bout pour traiter ces désaccords, mais nous n'allons pas régulariser nos rapports de force par les armes. Par contre, la communauté chiite n'est toujours pas passée par sa guerre civile. Est-ce que la guerre civile est évitable? Bien évidemment, oui. Seulement, toutes les conditions objectives, je dis bien toutes les conditions objectives sont réunies pour que cette communauté chiite fasse sa propre guerre civile. Vous avez 80 organisations miliciennes au sein de la communauté chiite. 80. Ces organisations miliciennes ont au moins 165 000 miliciens. 165 000 miliciens. Avec un budget au moins 12 milliards de dollars. Ces organisations, ils ont des drones, ils ont des chars, ils ont des avions, ils ont des hélicoptères, ils ont des contrôles sur les frontières, ils ont des relations à l'échelle régionale, ils ont des relations à l'échelle internationale. Tout est prêt et ils ont des désaccords structurels. Ils ont des désaccords profonds entre la catégorie nationaliste, la catégorie pro-iranienne, la catégorie de la Marja'iyya. Les désaccords sont tellement larges, tellement profonds, jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à former un gouvernement. Il y a eu des élections le 10 octobre, aujourd'hui on est le 14 mars, n'est-ce pas? Jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à faire émerger un consensus sur le nom d'un Premier ministre. Pourquoi? Parce que la fracture est totale, la fracture est totale, la fracture est globale. Et donc, dans ces conditions-là, hein, tout est prêt pour que la communauté chiite entre dans cette guerre civile. Or, ce qui empêche à ce jour-là, pour que cette communauté glisse vers cette guerre civile, entre dans cette guerre civile, c'est un élément extérieur, à savoir la République islamique de l'Iran, qui n'est absolument pas dans ses intérêts que l'Irak, dominé par les chiites, entre dans cette guerre civile. Le premier scénario. Le deuxième scénario, malgré la volonté de la République islamique de l'Iran à ne pas glisser dans une guerre civile, le risque de l'implosion est très très fort. Moi, je ne connais absolument pas. J'ai étudié énormément des guerres civiles dans le monde. Je ne connais pas, Jean, une guerre civile qui a été commencée par un décret, ou par une décision dans un bureau fermé, ou par une volonté. Je veux faire la guerre civile, donc je fais la guerre. Non, la guerre civile, c'est un processus par lequel tu entres, et par un autre processus, tu sors de... Jamais Jalal Talabani ou Massoud Barzani ont décidé d'entrer dans la guerre civile. Jamais, par exemple, M. Talabani, dans son bureau, a pris la décision à un moment donné pour dire « j'entre dans la guerre civile ». Ou M. Barzani. Non, c'est un processus
dans lequel des éléments internes, locaux, nationaux, régionaux, internationaux, à la fois sociaux, économiques, géopolitiques, tout a participé à la préparation de ces conditions objectives pour que l'OPEDK et l'UPK entrent dans cette guerre civile. C'est pourquoi je dis, malgré la volonté de la République islamique de l'Iran, mais aussi malgré la volonté des États-Unis d'Amérique, malgré la volonté de la France, surtout la France, qui déploie des moyens énormes pour que les chiites n'entrent pas dans cette guerre civile, malgré tout ça, lorsque le processus arrive à terme, lorsque les conditions objectives vous poussent pour glisser, pour entrer malgré vous dans cette guerre civile, là vous n'aurez pas de choix. Là vous n'aurez pas de choix. C'est pourquoi je parle de l'implosion. L'implosion de l'intérieur, boum. Voilà. Lorsque cette implosion arrive, à ce moment-là, le monde entier sera en grande difficulté. Tout le monde dénonce la guerre civile. Mais à part l'Iran, aucun pays dans la région et à l'échelle internationale met en place des moyens sérieux pour que les Irakiens n'entrent pas dans la guerre civile. Pour que cette guerre civile, si jamais, les Kurdes ont fait leur guerre civile, mais l'Irak est toujours là. Pourquoi? Parce que les Kurdes, en fin de compte, ne sont que 20% de cette population-là. Et ils n'ont pas le monopole de l'État irakien. Les sunnites ont fait leur guerre, mais l'État est toujours là. Pourquoi? Parce que les sunnites, à partir de 2003, n'ont pas le monopole de cet État irakien. Mais si jamais cette guerre civile arrive au sein de la communauté sunnite, personnellement, je pense que c'est la disparition de l'Irak. Alors, si vous, les pays, c'est ce que je dis à tout le monde, si vous voulez que l'Irak n'entre pas dans cette guerre-là, si vous voulez pacifier l'Irak, si vous voulez que l'Irak reste dans ce cas-là, pourquoi vous n'aidez pas les Irakiens à trouver une nouvelle formule pour gérer leur diversité? Pourquoi, au lieu d'organiser une conférence à Washington ou à Paris, avec les cartes de pression de la communauté internationale qui sont énormes sur l'Irak, au lieu de faire cela, vous êtes parti à Bagdad pour faire une conférence régionale, pour prendre des belles photos de ce que j'appelle la conférence de l'affichage. D'où l'affichage. L'Irak, qui est en grande difficulté, nous dit « Ah, nous avons parfaitement réussi au mois de mars de l'année dernière de réunir dans la salle à la fois les Iraniens et les Saoudiens, les Turcs et les Émiratis, les Égyptiens et les Turcs. Et on a fait parler tout le monde. Mais vous pouvez pas faire parler tout le monde, mais par contre, vous ne pouvez pas parler entre vous. Si vous n'arrivez pas à parler entre vous, les Irakiens, à quoi sert de faire parler le monde, les antagonistes du monde? Et donc, c'est ce que j'ai dit. Essayez de réunir ces Irakiens-là à Paris, à Londres, je sais pas moi, à Washington, à Berlin, pour chercher une nouvelle formule pour gérer cette diversité. Pourquoi pas, je ne sais pas moi, la décentralisation, la généralisation du fédéralisme, pour aller jusqu'à la confédération, si la confédération est un moyen pour sortir de là, pour ne pas glisser vers cette guerre civile qui sera catastrophique pour tous les pays du système international. Pourquoi ne pas réfléchir sur une autre formule, si cette formule pourrait être par exemple la confédération? Et on a déjà des exemples à l'échelle internationale. On peut trouver des ressources. Et donc ça c'est le deuxième scénario. Le troisième c'est la faillite. Le système, je ne vais pas développer, je parle de la faillite économique. Le système économique irakien à 97% est basé sur le pétrole. Rien que le pétrole. Si demain le pétrole est en difficulté, le lendemain il n'y aura pas un système économique. En Irak, vous n'avez pas un système économique, vous avez juste du pétrole. Donc la déclaration, arriver à cette faillite-là, n'est absolument pas très loin par rapport à l'Irak. Ce qui n'est pas le cas pour l'Arabie Saoudite, pour le Qatar, pour les Émirats, qui ont trouvé des alternatives pour leur système économique. En Irak, il n'y a même pas une réflexion sur l'alternative. L'économie, c'est le pétrole, et cela, si le pétrole est en difficulté, c'est tout le pays qui sera en faillite économique. Et le quatrième scénario pour ce pays-là, c'est le retour à la cogestion.
La cogestion, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'Irak, depuis 2003 jusqu'à 2022, ne dispose pas des infrastructures solides pour fonctionner en tant qu'État souverain. S'il a fonctionné, c'est parce que tout simplement, il y avait une volonté américano-iranienne pour gérer le pays. Aujourd'hui, la volonté n'est pas là. Enfin, aujourd'hui, depuis 2019, cette volonté n'est pas là. Et c'est pourquoi, depuis 2019, l'Irak est dans l'impasse, dans une impasse totale. On ne gère rien. Le pays n'est pas fonctionnel, le pays n'est pas opérationnel. On est dans le blocage total. Ou bien on retrouve cette cogestion-là, ou bien nous sommes face à ces scénarios les plus sombres qui attendent l'Irak. Je ne pourrais pas aborder le cas du Kurdistan irakien, je suis désolé, mais rapidement, et avec cette conclusion-là, je m'arrête. Voici les 10 problématiques, les 10 grandes problématiques qui attendent cet État irakien. C'est qu'aujourd'hui, l'Irak est devenu un territoire de plusieurs pôles. Un des pôles, c'est bien évidemment l'alliance entre l'Iran, le PKK et les milices chiites. Ça, c'est un enjeu majeur pour l'Irak. À ce jour-là, il y a une alliance entre la République islamique de l'Iran, le PKK et les milices chiites. Je ne peux pas malheureusement les détailler. Deuxième dossier très très grand pour l'Irak, c'est l'offensive turque dans le nord d'une manière générale et le Kurdistan irakien d'une manière particulière. J'ai dit le nord parce que l'offensive turque arrive jusqu'au Mossoul aussi, jusqu'à la province de Ninive, qui n'est pas considérée comme le Kurdistan irakien. Donc avec ces 33 bases militaires installées dans le Kurdistan irakien, c'est un dossier, c'est un enjeu majeur pour l'Irak. Le mouvement de contestation, vous vous souvenez, entre 1er octobre et 31 décembre 2019, il y a eu 600 morts. L'État irakien a massacré 600 jeunes. Donc ce mouvement de contestation est encore là, parce que rien n'est réglé. C'est un enjeu majeur. Les désaccords entre Erbil et Bagdad, aucun dossier est réglé à ce jour-là, définitivement. Les désaccords profonds, ils sont encore là, donc à surveiller pour vous, les étudiants en sciences politiques. Le retour de Daesh, vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Le retour de Daesh, personnellement, je pense que Daesh n'a jamais disparu. Il était là, il était toujours là, mais il a tout simplement changé le paradigme. Le Daesh a changé le paradigme d'une entité territorialisée vers une entité déterritorialisée. Aujourd'hui, avec cette entité déterritorialisée, il est beaucoup plus hybride, fonctionnel et opérationnel parce qu'il peut mettre à l'abri son armée. J'ai même utilisé une formule sur France Culture, je disais Daesh libéré de son califat. Daesh libéré de son califat est beaucoup plus dangereux qu'avec son califat. Et ensuite, la présence américaine, la corruption, je ne parle même pas, État-milice, élections et sortir de ces élections-là avec la crise économique. Voici les 10 dossiers les plus majeurs qui attendent l'Irak pour le nouveau gouvernement qui doit être formé, j'espère, bien avant le mois de mai de cette année, ce qui est vraiment peu probable.